Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je vous propose un voyage à travers l'espace et la nostalgie, puisque nous allons parler du héros venu de nulle part. Il s'agit évidemment de Cobra. Il a marqué les années 80 grâce à sa combinaison rouge, son brin laser et son style inimitable. Mais bien plus qu'un simple dessin animé japonais de plus, les aventures spatiales du bandit manchot résonnent tout particulièrement chez le public hexagonal. Il faut dire que son créateur, le génial Buichi Terasawa, entretient depuis ses débuts un lien précieux avec la culture populaire française. Pourtant, l'amour de l'art n'empêchera pas Cobra de devenir l'une des têtes de proue d'une vaste opération commerciale sous-marin visant à contrecarrer le succès des Transformers. Un changement de peau qui n'est pas sans rappeler celui qui est toujours aux aguets. Toujours. C'est évidemment au Japon que Cobra a fait ses débuts, en 1978, dans les pages du Shonen Jump. Son auteur, bien que débutant, n'est pas un inconnu des amateurs, car Buichi Terasawa est un ancien disciple d'Osamu Tezuka, la légende du manga, dont il a été l'un des assistants, entre autres sur sa magnifique biographie de Bouddha. Enfant de l'après-guerre, c'est surtout au cinéma qu'il va trouver ses premiers émois. Le public japonais est alors très friand des productions françaises, et si Alain Delon est très apprécié du public féminin, Belmondo inspire surtout les amateurs d'action. Au milieu des années 60, L'Homme de Rio, réalisé par Philippe de Broca, connaît un beau succès dans l'archipel. Il est d'ailleurs doublé par le seiyuu Yasuo Yamada, voix attitrée de Clint Eastwood et voix de Lupin le Troisième. Belmondo y incarne un soldat parti pour le Brésil pour sauver sa fiancée sur fond de mystérieuses statuettes. Et ce qui va marquer le public, c'est la gouaille de celui que les fans appellent déjà Bébel, un sourire inoxydable, même lors des cascades les plus périlleuses. Avec son nez cassé et ses yeux de basset, Belmondo permet à monsieur presque tout le monde de se rêver héros malgré lui. Tout le contraire d'Alain Delon, trop occupé à édifier sa propre stature pour se prendre pour un vulgaire cascadeur. C'est d'ailleurs sur cette dualité que commence le premier chapitre de Cobra, puisqu'on apprend que celui-ci est porté disparu depuis 5 ans. C'est en fait un subterfuge, en réalité il a changé de visage, passant de Delon à Belmondo. Le temps est venu pour lui de repartir à la chasse aux pirates, et de percer le mystère du capitaine Nelson, légué à ses 3 filles. C'est probablement une des preuves de la passion de Terasawa pour les pin-up, une obsession qui lui viendra du film Barbarella, sorti en 1968. On a totalement oublié à quel point cette héroïne avait pu être sulfureuse. Inspiré de Brigitte Bardot, le personnage érotico-futuriste sera joué à l'écran par Jane Fonda. Le jeune Buichi, qui n'avait pas 15 ans à l'époque, restera à jamais marqué par ses bikinis de l'espace. Ce n'est pas un hasard si dans sa première version, un one-shot titré Sigma 45, Cobra était une femme. Alors forcément, si notre héros a bien un compagnon de vol, il s'agit là aussi d'une créature à la plastique directement inspirée du sadomasochisme. Avouons-le, le corsaire de l'espace évolue dans un univers fumeux, oscillant entre le space opéra et le tripot clandestin. Détail rigolo, son premier ennemi, l'homme de cristal, ne se nomme pas Crystal Boy, comme on le croit trop souvent. En réalité, il faut entendre Crystal Bowie, un clin d'œil au chanteur David Bowie, dont Terasawa est fan. Ground Control to Space Cobra. Les étoiles sont à la mode, Star Wars est passé par là un an plus tôt, mais le manga n'a pas le droit tout de suite à une série télé. Le ton est plus adulte que Mazinger ou Warlock, alors chose rare, c'est au cinéma que Cobra va faire sa première adaptation. Sorti en 82, Cobra le film repompe une grande partie des débuts du manga, mais profite d'une animation particulièrement travaillée. Quelques mois plus tard, c'est une série de 31 épisodes qui viendra combler les fans. Et évidemment, Poppy ne pouvait manquer de proposer des jouets. La marque rendue célèbre pour ses robots en métal injecté est alors sur le point d'être avalée par sa maison mère, Bandai, à l'occasion de son introduction en bourse. Mais ça ne l'empêchera pas de proposer 2 figurines de Cobra et surtout 2 véhicules, le vaisseau spatial Turtle et son pendant terrestre, le Psychoroid. Les 2 véhicules sont transformables, comme le veut l'époque, le Turtle peut changer de forme grâce à un habile système de compartiments, et le Psychoroid peut prendre ses jambes à son cou et tirer des missiles. C'est ce dernier qui va connaître un drôle de destin. Coté en bourse depuis peu donc, Bandai se rêve à conquérir le marché américain grâce à Tonka. Le fabricant de petits camions entretenait des relations de longue date avec l'entreprise nippone. Et justement, Poppy vient de mettre à son catalogue une série de petits robots transformables, les Machine Robots.
Vendus seulement 600 yens, ils font figure de produits d'appel et surtout, ils profitent du savoir-faire du designer Katsushi Murakami, qui s'occupe au même moment de nombreux mechas vus dans les séries de Sentai, comme Bioman. Et qu'à cela ne tienne, Bandai souhaite justement ouvrir des succursales en Europe. Ces machines robots seront parfaits pour tester le marché sur le vieux continent. On ressort la série à 600 yens pour la renommer Robo Machine, et on ajoute un peu tout ce qu'il y a au catalogue de Bandai pour combler les trous. C'est comme ça que la voiture de Cobra fait son arrivée pour la première fois en 83 sur le marché anglais. Les mentions à Cobra ont disparu, et pour cause, la série restera longtemps inédite chez eux. Et si les ventes sont bonnes, elles sont loin d'être à la hauteur de la folie robotique qui va frapper la planète avec l'arrivée de Transformers l'année suivante. Aux USA, les Robot Machines deviennent les Gobots, et malgré une série produite par Hanna-Barbera, les jouets vendus par Tonka ne parviendront jamais à égaler celui d'Optimus et Megatron. En France, la distribution de la voiture de Cobra va prendre un virage très inattendu. À la distribution du dessin animé, on trouve la société IDDH, fondée par le légendaire Bruno René Huchez. Le monsieur est connu pour ses liens avec les géants du divertissement japonais. C'est lui qui va faire le lien entre le fabricant de jouets et Canal+. Cobra va faire ses débuts sur la toute jeune chaîne cryptée, fondée seulement 4 mois plus tôt. Mais le caractère furieusement commercial de l'opération va déplaire à certains responsables, qui se refusent à profiter des programmes pour enfants pour offrir du temps de cerveau disponible. L'affaire serait remontée jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais les forces de persuasion du fondateur d'IDDH ne sont plus approuvées. Ancien de l'école des mines, passé par Total Gabon, il profite de nombreuses entrées dans les ministères et dans le milieu de la finance. D'ailleurs, les paroles du générique sont signées par un certain Paul Persavon, un nom d'emprunt pour l'inénarrable Antoine Decaune, qui ne garde pas un très bon souvenir de l'exercice. Et en dépit de ses femmes dénudées et lascives, Cobra est diffusé dans l'émission pour enfants Kaboukadin, dont le jingle scatologique, annonné par Gainsbourg, est entré dans les annales. La version française de la boîte du Psychoroïde aura bien une mention à la série télé. Bon, on a aussi une jolie phrase en franc-poney, la ligne du futur transformable en robot, et inversement. Si vous avez compris ce que ça veut dire, écrivez-le dans les commentaires. De toute façon, Bandai n'ira pas beaucoup plus loin. Les figurines de héros resteront inédites ici. On trouve quand même quelques créations comme le masque Cobra ou la panoplie. Bruno René Huchez continuera de promouvoir les Gobots, notamment avec les Rocklords, mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est qu'au milieu des années 90 que la maison mère de Dorothée, AB, s'intéresse aux bandits manchots. À l'occasion de la sortie française de Cobra le film, pourtant vieux d'une douzaine d'années, la licence va avoir le droit à un coffret de figurines très proche des super guerriers de Dragon Ball Z. Bon, les finitions sont très hasardeuses, mais le Cobra géant en vinyle avec son bras escamotable ressemble étrangement à Belmondo. Et il faudra attendre très longtemps pour voir des produits dérivés liés à mon passage préféré de la série, les 2 épisodes sur le Rugball, un sport ultra violent entre baseball et football américain. L'autre particularité de Cobra, c'est que Terazawa a toujours été en quête d'innovation numérique. Si le jeu LCD ne casse pas 3 pattes à une tortue, l'auteur va proposer plusieurs chapitres inédits sur console, que ce soit sur Atari ou sur Mega CD. Et Cobra inspirera toute une génération de pirates contrebandiers de l'espace au début des années 2000. La disparition de Belmondo et de David Bowie ont souligné à quel point cette œuvre avait capté l'essence de son époque. Mais Cobra semble quelque peu bloqué dans sa propre légende. Les différentes suites et reboots n'ont jamais vraiment réussi à renouveler le public. Un projet de film live-action, annoncé en grande pompe au début des années 2010, n'a malheureusement jamais atteint le stade de la production. Bon, on peut espérer que la mode des adaptations façon Netflix pourra convaincre le public que ce bon vieux Cobra n'a pas encore tiré toutes ses cartouches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à la partager, lâchez votre meilleur pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.マシンロボデラックスシリーズコピーより発売中。